Hello! Alors, je vais faire une vidéo que je vais essayer de faire tenir en 10 minutes pour vous faire le pitch du P2. Alors, je vais essayer de faire une vidéo par projet pour vous pitcher, pour vous donner un plan idéal de travail. Avec l'expérience, je me suis aperçu que bah, forcément, d'une part, vous avez beaucoup de choses à apprendre, en plus, vous découvrez le projet. Vous avez aussi vos idées, vos envies d'exploration, etc., qui sont tout à fait légitimes et qui sont parfois très très bonnes. Mais on peut assez vite perdre du temps, aller dans des chemins qui bah, sont pas forcément les bons. Et comme le temps est relativement restreint sur les projets, il faut avancer avec une certaine vigueur. Et je trouve que le fait de vous pitcher le projet, de vous donner un plan, une structure d'approche, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Euh, Petit point, si vous avez besoin de vous améliorer sur Jupyter, si vous avez besoin de points méthodos sur tout ce qui va être l'exploratory data analysis ou cette histoire-là dont je parle souvent de First Tour. Euh, bon, il y a j'ai mis quelques vidéos en ligne, pas pour, je ne suis pas devenir youtubeur, c'est pas pour la planète entière, mais c'est juste pour mes étudiants, pour vous, afin que voilà, vous ayez des petites branches en plus auxquelles vous raccrochez. Euh, je rentre dans le vif du sujet, la méthodologie qu'on pourrait préconiser. Alors, forcément, vous allez charger vos données, vous allez voir qu'il y a plusieurs data frames, vous allez faire votre DA, vous allez regarder quels sont les data frames, comment ils sont structurés, qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y en a qui sont très intéressants, d'autres qui ne le sont pas du tout. A priori, vous verrez qu'il y a un et peut-être un deuxième data frame qui peuvent nous intéresser. Je suppose que vous avez fait le DA, je suppose que vous connaissez un peu vos tables, que vous avez regardé la structure. Le vif du sujet. Première chose, on va ne pas perdre le métier, ne pas perdre la réponse à la question et ne pas perdre ce qu'on veut faire. On veut se développer à l'international, on veut trouver des pays qui sont potentiellement intéressants. Est-ce que des pays très pauvres, c'est des pays dans lesquels on va vouloir tout de suite aller? Pas forcément. Est-ce que supprimer les pays, les 25% des pays les plus pauvres, ça a du sens? Ben oui, oui pour des questions métiers. Donc une première chose, ça pourrait être de supprimer les pays les plus pauvres. Ok, deuxième chose, on regardera en recoupant les données, est-ce que des pays qui ont 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 habitants, c'est intéressant? Bah, pas forcément, on se doute que si on veut se développer à l'international, on veut des gros marchés, donc on veut au moins 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions d'habitants. Donc des pays qui ont moins de 500 000, moins d'un million d'habitants vont pas nous intéresser. Où est-ce qu'est le KPI? Comment est-ce qu'on peut le retrouver? Ça, c'est ce qu'on verra ensemble. Mais je pense que de prime abord, supprimer les pays les plus petits, c'est une bonne idée. Les plus petits. Ok. Continuons. On va regarder nos data frames. On va voir que sur un des data frames qui nous intéresse, il y a un certain nombre d'années. La structure est un peu bizarre. Il y a les pays en clé, plus un indicateur, plus en colonne les années. Est-ce que les années 1970, ça va nous intéresser? Oui, non, non. Est-ce que les années 2100, ça va nous intéresser? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que sera le monde déjà dans 3 ans, donc je me dis que 2100, ça ne nous intéresse pas. Donc, sur l'un des data frames, on va assez vite comprendre que ça peut être important de supprimer les années qui ne nous intéressent pas, et on n'a qu'à se dire qu'on garde que les 10 dernières années. 2010, 2020. Alors, petit point, ça peut vous apparaître bizarre que dès l'emblée, on taille à la hache dans le data frame. Et bien en fait, c'est parfaitement normal et c'est hyper logique. Pourquoi? Parce que on va vouloir dans un premier temps simplifier pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir conclure. Et éventuellement, dans un deuxième temps, on reviendra sur notre travail et on dira, OK, qu'est-ce qu'on peut refaire mieux, qu'est-ce qu'on a viré, qui était intéressant, etc., etc. Ça, j'en parlerai de nombreuses fois. C'est le fait sur des projets complexes tels que ceux qu'on va faire, d'avoir vraiment une méthode itérative et pas se lancer dans une analyse qui dure 3 semaines. Et puis après, bah, il faut faire la conclusion, il faut travailler. On essaie de faire des cycles courts et d'avancer de façon structurée. Et pour ça, bah, on a besoin de simplifier les choses et de ramener les choses, enfin les datas à des choses qui sont compréhensibles, que l'on maîtrise et qui ont pour nous un sens sémantique, un sens logique, et puis ne pas perdre de vue la problématique métier. D'où le fait de virer les pays les plus pauvres, de virer les pays les plus petits, de virer les années qui ne nous intéressent pas. Alors,
Là, il y a un petit embranchement. On pourrait soit se dire, bah, regardons les KPI qu'on a, sélectionnons nos KPI et continuons à travailler, soit se dire, bah, on va essayer de propager les valeurs pour traiter les problèmes de valeurs manquantes, et puis après on reviendra sur ces histoires de KPI. On va dire que dans un premier temps, on va travailler sur la partie KPI. Essayons de lister en fonction des fichiers les KPI qui nous intéressent, les indicateurs qui nous intéressent. On va vouloir garder, en fait, indicateur, on va vouloir garder, allez, 5, 7, peut-être 10 KPI maximum. Et il faut les trouver. Alors, je ne les décris pas parce qu'ils sont déjà décrits dans le projet, donc c'est soit lié à la tech, soit lié à la richesse, soit lié au nombre de personnes, soit lié à l'économie, le nombre le pourcentage du PIB pour l'éducation, voilà. Bon, bref. Mais simplifions un petit peu notre data frame pour garder que des indicateurs qui sont pertinents. Indicateurs. Okay. Regardons le taux de NaN. Et on verra qu'il y a une problématique au niveau des données manquantes. Là, il va falloir essayer d'arriver à avoir quelque chose qui ressemble un peu à un bulletin de notes. C'est-à-dire, en X, j'ai mes pays, chaque ligne est un pays, et en Y, j'ai mes différents indicateurs. On l'a pas. En l'état, on l'a pas. Il va falloir pour ça faire un pivot table. Il va falloir envoyer notre colonne indicateur, qui est sur l'axe des X, en Y. Mais pour faire ce pivot table, il faudrait qu'on le fasse uniquement sur une colonne. Et donc ça sous-entend que nos histoires d'années, il va falloir simplifier tout ça. Ce que je préconise, qui permet à la fois de voir certains concepts et puis à la fois qui est logique en termes de travail, c'est d'essayer de réduire toutes ces années à une seule année de référence. Une seule année, une seule data. Et donc du coup, la problématique que ça nous pose, c'est qu'il faut qu'on transforme notre 2010, 2011, 2012, 2013 en une seule colonne. Forcément, on a envie de prendre la dernière année. Mais c'est pas dit que pour les pays qu'on est et pour les indicateurs qu'on est, on ait forcément une valeur pour cet indicateur-là, à cette année-là. Mais si on l'a pas, je sais pas, pour 2016 par exemple, peut-être qu'on l'a pour 2015. Alors amusons-nous à dire, bah, si tu n'as pas de données pour 2016, prends la donnée de 2015. Pour ça, on va utiliser une méthode qui s'appelle fill-NA, qu'on verra ensemble, qui consiste à propager la dernière valeur non nulle. Et ça va nous permettre d'avoir finalement une seule colonne de référence pour chaque indicateur, une seule valeur de référence pour chaque indicateur. On oublie en fait cette histoire d'année. Une seule année. Ok. Pour faire ça, est-ce qu'on peut le faire sur 2010-2020? Réfléchissons 2 secondes. Imaginons que j'ai une donnée pour... Alors, 2016, je crois que c'est 2016 ou 2017. On va dire 2016. Faisons-le pour 2016. J'ai une donnée pour 2016, ok. J'ai pas de données pour 2016, j'ai qu'à prendre 2015. Ok. J'ai pas de données pour 2016, est-ce que j'en ai une pour 2015? Non. J'en ai une pour 2014? Bon ben ok. Je propage 2014 jusqu'à 2015 et 2016. Ok. Mais si la dernière valeur non nulle, c'est 2010, ça pose un problème. Ce problème, il est assez simple. C'est que dans mon vecteur de données, je vais avoir à la fois des données très récentes et très bonnes, et à la fois des données très vieilles. Et du coup, c'est pas très bon. Donc, on pourrait faire ce fill-NA, mais uniquement sur les 3-4 dernières années. Allez, on dit 3-4. Bon, ça passe. 3 ans, on va dire ça va. Mais 10 ans, ça fait trop. Donc, on va isoler les valeurs des 3 dernières années pour pouvoir faire notre fill-NA, récupérer notre vecteur colonne, puis faire notre pivot. Ça, c'est quelque chose qui est important. On monitorera constamment le taux de NaN et son évolution, mais on pourra faire notre pivot table. Éventuellement, si on a un autre data frame, à ce moment-là, une fois qu'on a pays en X et indicateur en colonne, on pourra venir faire un merge avec une autre table ou d'autres sources de données. Je vais mettre 5 bis, je ne considère pas ça comme une étape à part entière. 5, on va mettre 5, on va mettre 6, puis on va mettre 6 bis. Bon, on va mettre 7, allez. Avançons, ne nous embrouillons pas dans des sujets qui n'ont pas lieu d'être.
Ok, donc on a fait pas mal de transformations, on a pivoté, on a mergé, on a maintenant un bon data frame en mode bulletin de notes, c'est-à-dire en X les individus et en colonne les KPI. Ok. Est-ce qu'il reste des nan? Parce que peut-être qu'il y a des valeurs qu'on n'a pas été capable de traiter. Idéalement, il faudrait à ce moment-là faire un travail au niveau des nan pour finir sur un data frame où idéalement il n'y a pas de nan. Ok, alors on verra ça ensemble bien sûr en mentor. Une fois qu'on a notre data frame, on a tout bien traité, on a un data frame de base, je préconiserais vivement à ce moment-là de finir sur ce notebook, d'exporter les données. On verra comment on l'exporte. Le DF travailler, on va dire, travailler, comme ça, et d'ouvrir un autre notebook. Et comme ça, dans le notebook, on va faire toute la partie analyse, on va faire toute la partie calculatoire, etc. Mais on partira déjà d'un data frame propre. On va dissocier les deux pour éviter d'avoir des notebooks trop longs, que ça soit difficile à maintenir, qu'on galère un peu. Et puis sémantiquement, c'est mieux, on a un notebook entre guillemets de pré-traitement et puis un notebook sur la partie analyse. Sur la partie analyse, on a quand même des petites choses à faire. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Déjà, on a dit qu'on aimerait bien avoir une sorte de score. Mais pour avoir ce score, il faudrait que les valeurs soient exprimées dans la même échelle, la même magnitude. Un bulletin de notes, c'est entre 0 et 20. Nous, on a des trucs en pourcentage, en millions, en milliards, en dizaines. Ça va pas. Donc il va falloir, si je dis que ça c'est une étape à part entière, il va falloir faire un scaling de nos données pour tout ramener entre 0 et 1, ou entre 0 et 10, ou entre 0 et 20. Il existe différents scalers, on verra leur impact, on utilisera plutôt le min-max scaler dans un premier temps, mais on va tout ramener dans une échelle similaire. Ça pose certains problèmes qu'on verra par la suite. Maintenant qu'on a tout dans la même unité, on peut déjà calculer la moyenne, ce qui nous donnerait un premier score. C'est-à-dire, par rapport aux différents indicateurs, est-ce qu'on est plutôt bon sur l'ensemble? Est-ce que la moyenne des indicateurs est plutôt positive ou est-ce que la moyenne des indicateurs est plutôt négative? Donc, le fait de passer par la moyenne, ça nous donnerait un premier score. On verra que ce premier score, il a des problèmes, et notamment si on fait le classement classer tout simplement par le score, on verra quels sont les 10 premiers pays qui ressortent, et on essaiera de comprendre pourquoi ces pays ressortent. Et éventuellement, on va pouvoir se faire une petite boucle ici, je vais le mettre en jaune, pour jouer entre notre scaling et notre classement, pour essayer d'avoir un classement qui est pertinent. Point important. C'est pas parce que le score dit 10 que c'est sémantiquement bon. Si par exemple, pour une raison X ou Y, j'avais fait mon score et que les 10 premiers pays, ça soit des pays qui ne soient pas logiques ou soient tout petits ou soient entre guillemets atypiques, il faut peut-être que je retravaille sur ma méthode. Il faut savoir prendre du recul par rapport aux données, se remettre dans le contexte du projet, se remettre dans la vie réelle, dans la problématique métier et se dire, d'un point de vue arithmétique, j'ai fait ça, mais d'un point de vue sémantique, d'un point de vue métier, est-ce que ce que je fais, ça a un sens et est-ce que les résultats que j'ai ont un sens? Donc attention à la partie analyse, attention à la partie compréhension. On va travailler un petit peu là-dessus. On verra différentes possibilités en termes de scaling, le fait peut-être de mettre plus de poids sur des indicateurs économiques ou sur des indicateurs démographiques. On verra, on touchera du doigt les problématiques de scénario de croissance ou scénario de valeur. Scénario de croissance, choisir des pays entre guillemets pauvres mais avec un fort potentiel, par exemple démographique, donc à forte croissance. Scénario de valeur, je vais choisir des pays qui ont un faible pourcentage de croissance, en termes marché par exemple, mais dont je sais qu'il y a, entre guillemets, beaucoup d'argent, et donc que j'aurai des consommateurs qui peuvent payer ma formation. Des choses qu'on verra éventuellement. Et puis, le dernier point, ça va être sur tout ce qui concerne les perspectives marché. On ne va pas faire des perspectives marché sur 30 ans. On va faire des perspectives marché sur 1, 2, 3, 5 ans. Dans ces contextes-là, on veut en gros un business plan, une stratégie, très souvent à présenter aux investisseurs pour lever des fonds, pas que, mais ça arrive souvent,
avec des choses relativement simples, pertinentes, compréhensibles et crédibles. Donc, sur 1, 2, 3, peut-être 5 ans, quelles sont les perspectives marché? Et posons-nous la question de quelle est l'évolution de notre business théorique dans les années à venir. Ça, c'est la projection, on va dire, business. Voilà, donc c'est à la fois assez cadré, assez structuré, ça laisse un petit peu de liberté quand même, mais je pense que logiquement, et pour des raisons pédagogiques, des raisons de délivrer, c'est-à-dire savoir avancer sur le projet et pas trop se perdre, adopter cette méthodologie-là, c'est, à mon sens, la meilleure des méthodologies. Je voulais vous la donner, et on verra tous les détails en mentorat. Voilà pour vous, fin de la vidéo, et puis on se retrouve en mentorat ou par Slack, ou je ne sais quoi.